Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Brief Info ce soir. Comme tous les soirs, 20 minutes d'information pour faire le tour de l'actualité. On est parti. Voici les titres. Les pompiers manifestaient à leur tour aujourd'hui. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une prime pour les Jeux Olympiques. En parlant des Jeux Olympiques, seront-ils 100% accessibles aux handicapés? C'est la promesse en tout cas de Valérie Pécresse. Nous étions présents aujourd'hui pour la première mise en circulation de minibus entièrement dédiés aux personnes en situation de handicap. Et puis à quelques jours du bal de l'amour, un couple d'homosexuels harcelé par un voisin homophobe se voit obligé de déménager. On en parle dans quelques instants. Et à la fin de cette émission, dans le Zoom Actu, on se demandera si au printemps, il est bon de tondre la pelouse, tout simplement. Si vous avez entendu parler du mouvement No Mow Way, eh bien c'est normal, on s'en parle là encore dans quelques instants plus en détail. C'est parti, vous êtes dans le Brief Info. Les sapeurs-pompiers ont manifesté aujourd'hui. Le cortège est parti depuis la place de la République jusqu'à Nation pour un parcours de 4,5 km. Alors au total, 9 organisations syndicales ont appelé à se rassembler. Ils dénoncent une perte du sens du travail des agents et des agents publics ainsi que des sous-effectifs chroniques et le niveau de plus en plus déplorable de la couverture des risques sur le terrain. Ils réclament de meilleures conditions de travail, de meilleures rémunérations, notamment pour les pompiers engagés durant les Jeux Olympiques. Les pompiers attendent une prime. Reportage d'Antoine Boitel. Une prime pour les JO, un geste pour les retraites et la reconnaissance de la pénibilité du métier et des risques sécuritaires et sanitaires encourus. Les pompiers manifestent à Paris et ils ont amené de quoi se faire entendre. On a des gros problèmes de financement dans les services d'incendie et de secours. Il y a une grosse problématique sur la santé. On est exposé aux fumées et aujourd'hui, c'est absolument pas pris en compte dans nos services. Et un volet social sur la prime de feu qu'on veut qu'elle soit revalorisée. Les réformes doivent être entreprises le plus rapidement possible pour revoir le mécanisme de financement des services d'incendie et de secours parce que le compte n'y est pas et que les cases dépenses augmentent et les cases recettes ne sont pas ajustées pour justement répondre à la totalité de ces missions. Les revendications du jour, d'abord c'est le traitement, une demande de traitement équitable pour les personnels vis-à-vis des JO. Ensuite c'est une reconnaissance de la filière, des personnels de la filière administrative, technique et spécialisée avec un vrai profil de carrière et une reconnaissance par des indemnités à hauteur de leurs compétences. Et une reconnaissance de l'exposition des personnels au CMR. C'est les agents qui sont cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et dont sont touchés les pompiers à cause des fumées d'incendie. Je suis venue d'abord soutenir la manif des pompiers de France qui demandent à se faire recevoir par le gouvernement, pour l'instant sans réponse. Ils demandent à se faire recevoir notamment sur leur exposition sanitaire et en matière de sécurité. Et donc je suis venue ici me faire couper un bout de cheveux pour tester la présence de PFAS, de polluants éternels à l'intérieur de ces cheveux. C'est simple, nous sommes tous contaminés à un degré ou à un autre, donc l'enjeu c'est de savoir à quel point. Et concernant les pompiers, eh bien, ils utilisent au quotidien des produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Ces polluants éternels, on sait qu'ils sont présents dans les mousses ou dans les désimperméabilisants qui sont utilisés quotidiennement sur leurs vêtements. En Australie, au Canada par exemple, il y a plus d'une dizaine de maladies professionnelles, de cancers qui sont reconnus comme des maladies professionnelles, voilà, pour les pompiers. Et qu'en France, il n'y a qu'une maladie professionnelle qui est reconnue pour les pompiers. Donc on voit l'étendue du travail qu'il y a à faire pour protéger celles et ceux qui nous protègent. Vivant, il serait plus beau. Eh ben oui, mais c'est ce qui risque de nous arriver aussi. Et après la terrible attaque au fourgon qui a eu lieu dans l'Eure, en signe de soutien, l'ensemble des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire ont appelé à une journée prison morte et l'Assemblée nationale va lancer une mission flash sur le transfèrement et les extractions de l'administration pénitentiaire afin de dresser un état des lieux de la situation et fournir des propositions d'évolution. Les explications d'Antoine Boitel. Après l'attaque de mardi d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, au cours de laquelle 2 agents ont été tués, les opérations prison morte se multiplient sur tout le territoire.
Nous sommes allés à la prison de la Santé à Paris pour rencontrer les manifestants. Alors quand la prison est morte, c'est simple. Le matin, quand vous faites votre appel, vous vérifiez la vie des détenus, savoir s'ils sont toujours vivants parce que c'est notre travail. Et puis ensuite, en fait, à l'intérieur, il y a zéro mouvement, c'est-à-dire que les agents font le strict minimum. Il n'y a pas de parloir, pas de scolaire, pas de sport. Nous, on en a marre, on tape du poing sur la table. On est en train de se battre pour avoir des modifications. Entre-temps, du coup, hier, au cabinet du ministre, l'intersyndicale a été reçu pour un relevé de décision, pour apporter des modifications en termes de sécurité, etc. Il y avait 3 propositions. La première proposition, c'était que tout le monde était d'accord avec ce relevé de décision qui venait tout droit du cabinet du ministre et on fermait en fait le mouvement parce qu'on était d'accord. La seconde solution, c'était que nous n'étions pas d'accord, mais on pouvait apporter des modifications. La troisième était un blocage, toujours un refus, et un blocage complet. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord avec les modifications. À l'unanimité, au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, il a été ressorti qu'on n'était pas d'accord, mais on acceptait les modifications. La balle est désormais dans le camp du gouvernement pour sortir de cette crise qui couvait depuis déjà plusieurs années au sein du ministère de la Justice. Des Jeux Olympiques de Paris 100% accessibles aux handicapés, c'est la promesse de Valérie Pécresse. 150 bus réservés aux personnes en situation de handicap sont mis en place depuis ce matin par Île-de-France Mobilité. Ils ont pour objectif de faciliter l'accès aux Jeux Olympiques de Paris et de les rendre accessibles à tous. Ces minibus seront donc accessibles depuis 8 gares parisiennes et conduiront les spectateurs en situation de handicap au plus près des sites olympiques et paralympiques d'Île-de-France. Seule condition sine qua non, être muni d'un billet pour les Jeux. Reportage d'Antoine Boitel. Aujourd'hui, nous inaugurons ce service de minibus qu'on appelle les navettes accessibles, totalement équipés pour pouvoir transporter des spectateurs des Jeux Olympiques munis d'un billet, spectateurs en situation de handicap. Ces navettes, elles sont sur réservation, sur l'appli transport public JO 2024. Il y a déjà eu de la part du COJO envoi à tous les spectateurs qui ont acheté un billet situation de handicap un message pour leur dire qu'ils peuvent d'ores et déjà réserver leur parcours et l'application leur dit comment réserver, quelle navette réserver, à partir de quelle gare, selon l'infrastructure où ils vont. Et vous pouvez le faire par carte bleue sur l'application, donc par Internet à l'avance. Donc vous êtes totalement sécurisé. C'est une première mondiale et on le fera grâce notamment à ces 150 navettes qui seront réparties dans 8 grandes gares d'Île-de-France. Toutes les gares des JO seront 100% accessibles, mais il y a quand même à se déplacer de la gare jusqu'à l'infrastructure sportive. On poursuit dans le Val-de-Marne où, à Vitry-sur-Seine, un couple d'homosexuels se voit obligé de déménager à cause d'un voisin homophobe. Ce qui a commencé par un conflit de voisinage s'est rapidement transformé en harcèlement. Poursuivi dans la rue, insulté et intimidé, le couple a été confronté à l'enfer au quotidien. Et après 4 ans de plainte sans réponse, il s'apprête à déménager. Selon le ministère de l'Intérieur, dans une étude parue ce matin, 4 560 infractions contre les lesbiennes, les gays, les bi et transsexuels ont été enregistrées l'an dernier. Les actes anti-LGBTQ+, ont bondi de 13% en 2023. Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris, a réagi. Écoutez. Les LGBT-phobies continuent, les agressions, et notamment des agressions physiques, continuent. C'est le lot de certains extrêmes. Je pense que les réseaux sociaux ont une vraie responsabilité. Mais il faut aussi le dire, c'est beaucoup lié notamment à la transphobie. Et il y a eu dans ce pays des discours transphobes inacceptables qui ont évidemment poussé des esprits faibles à tenir d'autres propos, voire à agresser. Et il faut dire aussi une chose quand même qui là par contre est positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes LGBTQIA+, vont porter plainte. Vous savez, ma génération, nous n'allions pas porter plainte parce que nous étions mal reçus dans les commissariats. Aujourd'hui, c'est la différence et ça aussi, c'est important.
Un homme de 24 ans vient d'être jugé pour avoir violé une patiente inconsciente aux urgences de l'hôpital Cochin. Le procès s'est ouvert aujourd'hui devant la cour criminelle départementale de Paris. Sans papier ni domicile fixe, l'homme est un ressortissant jordanien. Il est accusé d'avoir profité de l'extrême vulnérabilité d'une jeune femme dans l'attente d'un examen médical. C'était un soir d'octobre 2022. Allez, direction à présent à la Seine-Saint-Denis où la gare de l'île Saint-Denis se fait toute belle et toute jolie pour les Jeux Olympiques. Un grand coup de frais pour cette ancienne gare dont l'inauguration a eu lieu hier en présence de la maire de Saint-Denis et de la vice-présidente de la région Valérie Pécresse. On regarde. Un nouveau parvis flambant neuf, une mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes malvoyantes. La gare de l'île Saint-Denis fait peau neuve. Ce matin, les élus Valérie Pécresse et Mathieu Hanotin de Saint-Denis étaient présents aux côtés du préfet de région Marc Guillaume pour célébrer l'inauguration de la livraison de ces travaux. Nous sommes évidemment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce parvis de la gare de Saint-Denis, l'île Saint-Denis. Je suis particulièrement fier de ce projet parce qu'il est à l'image finalement de l'ambition nouvelle que nous portons pour la ville et pour tous ses habitants. La gare de Saint-Denis est la deuxième gare la plus fréquentée d'Île-de-France en dehors de Paris. Chaque jour, des milliers et des milliers de personnes passent ici et elles doivent pouvoir le faire sereinement. Véritable hub pour les JO, la gare permettra également de rallier le Stade de France et le centre aquatique olympique. On reste en Seine-Saint-Denis où hier s'est tenu un colloque durant toute la journée sur l'emprise en France comme dans toute l'Europe des frères musulmans. Le colloque s'est déroulé au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen en présence de la chercheuse du CNRS Florence de Bergeau-Blacqueur et sous l'égide du fondateur de l'association de défense des serviteurs de la République Didier Lemaire. Nous l'avons d'ailleurs interviewé en tant qu'ancien professeur de philosophie à Trappes menacé de mort après l'affaire Samuel Paty. Un colloque scientifique pour aborder la question des islamismes en Europe et en France. C'est ce que proposaient les conférenciers et conférencières pendant toute la journée au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen. Ce colloque, il faut le dire, il est possible, il a été rendu possible grâce à la volonté de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est très engagée dans le combat pour la laïcité. Notre association Défense des serviteurs de la République, association que j'ai fondée il y a peu, a reçu une subvention pour assurer la logistique de ce colloque de Florence Bergeau-Blacqueur. Et ce sera donc le premier colloque sur les islamismes européens, c'est-à-dire une approche internationale de l'islamisme qui nous permet, je pense, qui est importante parce qu'elle nous permet de dépasser une vision, une perception, disons, française de ce phénomène. Dans chaque contexte, ce mouvement est capable de s'adapter pour gagner progressivement. Il a une stratégie à long terme. Ce n'est pas une stratégie de conquête avec différentes facettes de ces stratégies. Donc on va les découvrir et il importe de connaître ce mouvement pour pouvoir le contrer. Sans une connaissance précise de ces phénomènes, il n'est pas possible d'agir. Et dans votre page sport, parlons de l'étoile rouge de joie et de colère. Samedi, le Red Star jouera son dernier match de national contre Épinal à 18 h au Stade Bauer à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. L'occasion de célébrer son titre de champion et son accession en Ligue 2. Ça, c'est pour les festivités. Mais il y a aussi l'hostilité des supporters à l'égard du propriétaire du club 777 Partners qui se manifestera par un cortège festif et combatif. Ce sera à 15 h depuis la mairie jusqu'au stade. Allez, c'est maintenant le moment de notre Zoom Actu 20 minutes. Vous savez, chaque soir, c'est un focus sur l'un des articles que vous avez lus dans notre journal de presse. Et ce jeudi, on va parler de jardinage et de biodiversité. Oui, les jours se rallongent, le soleil commence un petit peu à pointer le bout de son nez. On a envie de mettre un petit coup de propre dans son jardin pour profiter tranquille de son extérieur et être prêt pour les premiers barbecues, moi la première. Pourtant, un mouvement appelé No May Way, que l'on peut traduire en français comme pas de tondeuse au mois de mai, eh bien fait de plus en plus parler de lui. Alors faut-il vraiment laisser les herbes hautes envahir sa pelouse? On en parle tout de suite avec Julie Urbach. Julie Urbach, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au journal 20 minutes. Vous avez consacré un article à cette drôle d'injonction. Et oui, félicité. Bonjour. Avec le week-end de la Pentecôte qui arrive,
Je sais, c'était le moment parfait pour tout couper dans votre jardin, mais je suis navrée de vous annoncer que vous allez peut-être finalement devoir trouver une autre activité pour vous occuper. Je vous explique. Depuis quelques années, il y a ce mouvement qui s'appelle No Mow May, qui prend de l'ampleur. L'idée, c'est quoi? C'est de ne surtout pas toucher à son gazon pour éviter en fait de ratiboiser toute la biodiversité qu'elle abrite. Surtout qu'elle se réveille pas mal en ce moment avec le printemps. Cette initiative, on la doit à une ONG britannique qui s'appelle Plant Life, dont l'objectif est assez simple en fait. En ne tondant pas la pelouse, vous participez à sauver les abeilles, les papillons, tous ces pollinisateurs en déclin qui ont besoin en fait de fleurs sauvages et d'herbes hautes pour se nourrir tout simplement. Donc pour cette bonne cause, l'association compte bien bousculer les habitudes, notamment de ceux, vous savez, qui aiment bien avoir leur jardin tout bien, tout nickel, tout propre, sans rien qui dépasse. Ça c'est sûr. Alors l'ambition, clairement, elle est louable. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Écoutez, je vais vous parler de cette expérience grandeur nature qui a eu lieu au King's College à Londres et vous allez vous faire votre avis. En 2020, pour la première fois depuis sa pose en 1772, une section d'une pelouse de la taille d'un demi-terrain de foot à peu près, elle n'a pas été tondue. À la place, sur cette parcelle, des fleurs sauvages avaient été semées, un peu comme finalement quand vous laissez pousser les pâquerettes ou les pissenlits dans votre jardin. Et au final, les chercheurs se sont vite aperçus des résultats et ils sont assez spectaculaires, vous allez voir. Ils ont constaté l'apparition de 3 fois plus d'espèces de plantes, 3 fois plus d'espèces d'araignées, mais aussi d'insectes dans l'espace qui n'avait pas été tondu. Il y avait aussi pas mal de chauves-souris qui ont, elles aussi, semble-t-il, apprécié cette démarche. Moi, les chauves-souris, les insectes et les araignées, c'est pas pour moi. Alors, quels sont les autres bénéfices de laisser sa pelouse ? Eh bien, vivre sa vie dans son jardin, tout simplement, sans y toucher. Il y en aurait pas mal en fait, hein, à tel point que figurez-vous que même les marques de tondeuses surfent sur la mode. Alors c'est assez étonnant. On imagine qu'il y a évidemment un argument un peu de mode derrière tout ça. Stihl, par exemple, la marque, elle met en avant les conséquences positives de ce mouvement No Mow May sur le potager. Là aussi, c'est logique en fait. Si vous avez plus d'insectes dans votre jardin, forcément, la pollinisation de vos tomates ou de vos haricots, elle va se faire plus facilement et donc vos récoltes seront une réussite. Et pour ceux qui n'ont pas de potager chez eux, il y a aussi des effets positifs sur le développement des fleurs, car en fait, c'est tout un écosystème qu'on recrée quand on se lance dans la démarche. Je suis par exemple tombée sur le site internet de la commune de Nogent-sur-Oise dans l'Oise, qui explique que plus on a de mésanges, par exemple, qui passent dans le jardin, mieux c'est. Notamment parce que ces oiseaux, ils vont récolter, vous savez, les petites chenilles qu'on trouve parfois sur les rosiers et les donner à leurs petits. Donc là, c'est aussi un effet positif à tout ça. Dernier argument, on peut rappeler que les herbes hautes, en fait, elles protègent mieux la terre de la sécheresse en gardant le sol un petit peu à l'ombre. Donc, vous évitez aussi le risque du gazon grillé et un peu tout moche. Alors, ok, on a bien compris les conséquences positives de tout ça, mais ne pas tondre pendant tout un mois, est-ce que c'est pas un peu trop radical ? En fait, féliciter pour protéger la biodiversité, vous avez raison, pas besoin forcément de faire la grève de la tondeuse jusqu'au 1er juin. J'ai demandé son avis à Célia Jacob, qui est chargée de gestion écologique à la direction nature et jardin de la ville de Nantes. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, le plus important dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas tondre ni trop ras, ni trop fréquemment. Que ce soit en mai ou que ce soit n'importe quel autre mois de l'année, finalement. L'idée pour elle, en tout cas, ce qu'elle conseille, c'est d'avoir une gestion, ce qu'on appelle différenciée de sa pelouse, c'est-à-dire de garder des zones plus rustiques que d'autres. En tout cas, ce qu'elle préconise, c'est de ne jamais couper en dessous de 7 cm et donc, si possible, de garder ces petites zones refuges. Et ces espaces, elles ressemblent en fait à des toutes petites prairies que vous allez créer dans votre jardin et qui permettent par exemple aux sauterelles ou bien aux papillons de pouvoir se développer. Alors c'est cool, on va pouvoir effectivement tondre moins, mais on peut tondre quand même, mais on y va tout doucement, c'est ça? Voilà, en fait c'est exactement ça, le No Mow May, ça permet plutôt de faire un pas vers cette nouvelle façon d'entretenir sa pelouse qu'on appelle tonte diversifiée, tonte raisonnée. Parce que moins tondre, ou en tout cas uniquement là où quand c'est nécessaire, c'est aussi moins d'arrosage de la pelouse et c'est surtout moins d'électricité, moins de dépenses dépensées dans votre tondeuse. Donc ça, c'est quand même un point aussi positif. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, je conclus là-dessus. Si vous voyez des herbes folles dans votre parc préféré, en bas de chez vous,
sachez maintenant que ce n'est pas forcément juste un manque d'entretien, au contraire, c'est peut-être tout simplement le signe que votre collectivité a adopté ce principe dans la gestion de ces espaces verts. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai, tondons moins, mais tondons mieux en tout cas. Merci Jolie pour cet éclairage que vous avez donc permis de pouvoir éclairer, de pouvoir mieux comprendre aussi ce qui se passe un petit peu autour de nous. On retrouve votre article dans le journal 20 minutes de quelle parution ? Vous le retrouvez en ligne, il est toujours déjà en ligne. Vous l'avez compris, 20 minutes TV et 20 minutes sont donc liés chaque jour. Retrouvez les articles du Zoom Actu sur votre site web 20minutes.fr. Merci Julie, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est le débrief, un replay de l'émission d'hier.